Place à l'actualité du continent africain sur France 24. Très heureux de vous retrouver. Là, à Guinée, sans gouvernement, le général Mamadi Doumbouya, qui dirige la transition, met fin aux missions de l'équipe emmenée jusqu'ici par Bernard Gomou. Nous irons à Conakry. Au Sénégal, 15 candidats retenus pour la présidentielle réclament que le scrutin ait lieu au plus tard le 2 avril, expiration officielle du mandat du président Macky Sall. Et puis le Rwanda réaffirme son droit à se défendre. Il dit craindre pour sa sécurité en pleine résurgence de violence dans l'est de la RDC voisine, notamment à Goma. Remaniement à venir en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya, à la tête de la transition, a dissous le gouvernement de Bernard Gomou, alors que le pays est traversé ces dernières semaines par un rare mouvement de contestation. Contestation contre l'augmentation des prix de produits de première nécessité, la répression des opposants et les restrictions d'accès à Internet. L'annonce de la dissolution a été faite par le secrétaire général de la présidence dans une vidéo diffusée sur Facebook. Décret D 2024 043 PRG CNRD SGG portant dissolution du gouvernement. Décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Malik Diakité revient pour nous depuis Conakry sur l'annonce de cette dissolution. Pour l'heure, difficile de dire exactement les raisons de cette dissolution du gouvernement de transition. Mais ce qu'il faut retenir, depuis quelques jours, il y a un débat houleux entre le désormais chef du gouvernement, Bernard Gomou, et son garde des Sceaux, Charles White. Dans un courrier, Bernard Gomou reprochait à Alphonse Charles White, alors ministre de la Justice, d'avoir demandé l'ouverture d'un trop grand nombre d'enquêtes visant des fonctionnaires pour leur gestion de l'argent public. Charles White, lui, n'a pas tardé à répondre dans une lettre de 4 pages, tout en refusant de s'exécuter. Le débat a été largement commenté dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas la première fois que des échanges houleux entre les membres du gouvernement de transition sont ainsi exposés. Mais jamais elles n'avaient concerné le haut sommet de l'État. Dans le communiqué de dissolution lu par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence, les affaires courantes sont désormais gérées par les secrétaires généraux et les chefs de cabinet en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition. Une présidentielle au Sénégal d'ici le 2 avril. C'est le souhait de 15 des 20 candidats retenus pour briguer la fonction suprême. La date n'est pas choisie au hasard. Ce sera à la fin du mandat de Macky Sall. Le président désavoué par les sages dans sa décision de reporter l'élection. Alors quand les Sénégalais iront voter, le processus électoral va-t-il être mis à plat? C'est le flou depuis l'annonce du Conseil constitutionnel, nous dit Sarah Sako à Dakar. Il y a ceux qui veulent un scrutin au plus vite. Dans cette catégorie, 15 des 20 candidats en lice pour l'élection, eux exigent dans un communiqué que la date du scrutin et la passation de service entre le président et son successeur se fassent avant le 2 avril prochain, date de la fin du mandat présidentiel. Ils considèrent également que seule une nouvelle date pour le scrutin doit être arrêtée, que tout le reste demeure inchangé, à commencer par la liste des candidats sélectionnés pour le scrutin. Arsounou Élections, la plateforme d'une quarantaine d'organisations de la société civile, fait la même interprétation de la décision du Conseil constitutionnel. Eux proposent 2 dates pour le premier tour de l'élection, le 3 ou le 10 mars prochain. Et puis, il y a ceux qui appellent à recommencer le processus électoral de zéro. Dans cette catégorie, le Front des candidats recalés qui, eux aussi, ont publié un communiqué. Alors, ils estiment que les candidats dits spoliés, les candidats validés et le candidat recalé pour cause de binationalité, à savoir Karim Wade du Parti démocratique sénégalais, sont désormais tous logés à la même enseigne. C'est comme ça qu'ils le formulent. Et pour eux, il n'y a pas de date butoir mentionnée par le Conseil constitutionnel. De son côté, la présidence a déjà fait savoir depuis vendredi dans un communiqué qu'il y aurait des consultations pour organiser l'élection, sans plus de détails pour l'instant.
Et puis sachez que Rose Wardini se retire de la course à la présidentielle. Décision annoncée en début de soirée pour, dit-elle, préserver la paix sociale. Elle qui avait été au cœur d'une polémique après des révélations sur sa double nationalité franco-sénégalaise supposée. Or, la Constitution stipule que les candidats au scrutin présidentiel doivent être exclusivement sénégalais. Un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible, c'est l'objectif porté par la nouvelle coalition politique mise sur pied ce week-end au Mali. Synergie d'action pour le Mali, c'est son nom, se compose d'une trentaine de partis et d'associations à la manœuvre, notamment des partisans de l'imam Mahmoud Dicko. Les détails de notre correspondant régional Serge Daniel. La trentaine d'associations et de partis politiques réunis au sein de l'alliance dénommée Synergie d'action pour le Mali se réclament de l'opposition politique à la junte malienne. Pour ce regroupement, les militaires au pouvoir à Bamako ont échoué. Écoutons Youssouf Daba Diawara, l'un des porte-parole de Synergie d'action pour le Mali. Ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes dans une transition qui perdure. Et tous les mots qui ont fait que le peuple malien s'est soulevé contre l'ancien régime sont toujours d'actualité. Donc nous avons réfléchi et pensé à regrouper tous les fêtières et toutes les entités qui se reconnaissent dans ce que nous prônons pour notre pays, à nous rejoindre pour parler d'une seule voix et proposer une autre voix au peuple malien. Ce nouveau regroupement politique au sein duquel on retrouve les partisans de l'influent l'imam Mahmoud Dicko a un seul objectif, le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Aujourd'hui, tous les membres de la synergie sont tous d'accord qu'il faut aller à une transition civile assortie d'une feuille de route très claire pour pouvoir sortir le pays de cette situation que nous connaissons. Les membres de Synergie d'action pour le Mali affirment être prêts à battre le pavé, mais pas d'acte de violence, insiste-t-il. Le ton est menaçant. Dans un communiqué, le Rwanda se dit prêt à se défendre contre la République démocratique du Congo. Une mise en garde alors que les violences se sont intensifiées ces dernières semaines dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Donc, ce week-end, Washington a de nouveau accusé Kigali de soutenir le groupe armé du M23. La correspondance de Clément Diroma. Dans un long communiqué publié ce dimanche, le gouvernement rwandais affirme être face à une menace sérieuse de sa sécurité nationale suite à un renforcement militaire de l'armée congolaise et de ses alliés au Nord Kivu. Kigali dénonce la présence parmi ses alliés des FDLR, un mouvement de rebelles hutus rwandais dont certains étaient impliqués dans le génocide contre les Tutsis en 1994. Le communiqué rwandais affirme que les autorités congolaises ont plusieurs fois déclaré leur intention d'envahir le Rwanda et que des mesures ont été prises en conséquence de manière à assurer une défense aérienne totale et à réduire les capacités aériennes offensives pour faire face notamment à l'introduction de drones d'attaque chinois par la RDC. Utilisés pour combattre le groupe rebelle M23, plusieurs drones auraient déjà été abattus sur le front ces dernières semaines. Face à une avancée des rebelles vers Saké, dernière ville avant Goma, la capitale du Nord Kivu, les États-Unis ont condamné ce week-end le soutien du Rwanda au groupe armé et ont demandé l'arrêt des combats et le retrait des militaires rwandais. Kigali, qui a toujours démenti ce soutien par le passé, affirme que Washington donne une image tronquée de la réalité. Et dans les rues de Goma, précisément ce lundi, plusieurs dizaines de manifestants ont donné de la voix. Ils dénoncent le soutien supposé du Rwanda au mouvement rebelle M23. Ils accusent également certaines chancelleries occidentales d'être complices de Kigali, en première ligne Paris et Washington. Laurent Berstecher. Armés de drapeaux et de pancartes, ils défilent dans les rues de Goma pour dénoncer le soutien du Rwanda au M23 et le silence complice de la communauté internationale. Et ça se dit dans les jargons africains, la guerre est simple quand on connaît son adversaire. Et nous, on connaît celui qui nous agresse, c'est l'armée rwandaise et ses partenaires. Depuis la reprise du conflit en 2021, la RDC accuse ouvertement le Rwanda de soutenir l'insurrection du M23. Une version des faits également soutenue par les Nations Unies qui affirment détenir des preuves de l'appui de Kigali aux rebelles. Samedi, l'armée congolaise accusait de nouveau le Rwanda d'avoir attaqué l'aéroport de Goma avec des drones, tandis que des dizaines de milliers de déplacés continuaient d'affluer vers la capitale provinciale. La plupart fuyaient les violences dans les environs de Saké, où les combats se concentrent depuis plusieurs semaines. Nous avons d'abord fui la ville de Chacha et nous nous sommes réfugiés à Saké. Mais ça a aussi commencé à chauffer à Saké. Donc nous sommes venus ici. On vit dans des conditions misérables. Il y a plus de 85 personnes dans cette église. On dort les uns sur les autres. Entassés dans des camps surpeuplés,
Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Nord Kivu, selon les Nations Unies. Qu'est-il arrivé aux médecins cubains enlevés au Kenya en avril 2019 par les islamistes Al-Sheba? Présents en Somalie depuis leur disparition, ils auraient été tués ce week-end, selon le groupe terroriste, par une frappe de drone américaine. Les explications de Bastien Renouille. Peut-on croire cette information publiée par la fondation Al-Kataïb, le média de propagande d'Al-Shabaab? Rien n'est moins sûr, car très régulièrement, le groupe terroriste islamiste basé en Somalie publie de fausses informations, notamment suite à des attaques qu'il commet contre l'armée kenyane et l'armée somalienne, donnant de faux bilans. Alors cette fois-ci, il annonce la mort des 2 médecins qui auraient été tués par une frappe de drone américaine. Mais personne ne confirme cette information, notamment le gouvernement cubain qui affirme être toujours en contact avec les autorités somaliennes et kenyanes pour tenter d'obtenir la libération des 2 hommes qui, pour rappel, sont détenus depuis avril 2019. À l'époque, ils travaillaient dans le comté de Mandera. Ils aidaient le gouvernement kényan à développer l'offre de soins dans cette région frontalière de la Somalie. Ils ont été kidnappés par le groupe terroriste islamiste qui a d'ailleurs demandé une rançon d'1,5 million de dollars pour accepter de les libérer. Jusqu'à présent, le gouvernement kényan et le gouvernement somalien n'ont pas commenté l'information. Ils n'ont pas confirmé la mort des 2 hommes. Mais est-elle envisageable? Oui, absolument, car depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, le président somalien a lancé une grande offensive contre le groupe terroriste au sud du pays. Une offensive qui mêle les forces spéciales, l'armée du pays, mais aussi les clans somaliens qui ont été armés par le gouvernement pour l'occasion. Et puis les drones américains qui sont basés ici au Kenya, notamment dans l'archipel de Lamu, et qui très régulièrement frappent la Somalie, notamment pour essayer de tuer les chefs du groupe terroriste. Alors les 2 médecins auraient-ils pu être des victimes collatérales? Oui, mais jusqu'à présent, rien ne vient le prouver. Et on termine cette édition avec un accord de principe, celui donné par la Confédération africaine de football pour que la prochaine CAN soit organisée à l'été 2025. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, vous le savez, devrait donc se dérouler du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. C'est la 2e fois après l'Égypte en 2019 que la compétition est organisée en cette saison. L'info africaine, c'est aussi sur france24.com et nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le reste de l'actualité internationale. Je vous dis à demain pour le Journal de l'Afrique.